Donc, on va parler plus spécifiquement des cancers du rein, mais moi, mon introduction va être un peu générale sur comment, en pratique clinique, c'est-à-dire tous les jours, on évalue ces traitements, ces immunothérapies. Bien sûr, il y a des patients qu'on suit en TEP, mais il y a beaucoup de patients qu'on suit en scanner. Donc, comme je sais que vous n'êtes pas tous forcément dans le domaine clinique, je fais juste un petit résumé de ces critères de référence dont vous avez quand même déjà plusieurs fois entendu parler, qui s'appellent les critères RECIST, qui sont des critères qui sont basés exclusivement sur la taille et qui définissent en fait trois catégories de lésions. Des lésions dites cibles qu'on va vraiment effectivement mesurer, parce que le patient il peut avoir 50 lésions, on ne va pas toutes les mesurer, on va en mesurer 5 au maximum. Des lésions non cibles qu'on va évaluer qualitativement. Et puis, au cours du suivi du patient, on va toujours vérifier qu'il n'y a pas des nouvelles métastases qui apparaissent. Donc, en pratique, comment on va évaluer cette réponse? Bah, ça va ressembler à ça. On va avoir un patient qui a plein de lésions, hein, enfin plus ou moins de lésions, mais là, quand même plutôt plus que moins. Donc, on va en mesurer, par exemple, trois comme ici. On va faire la somme de ces mesures. Le patient revient alors qu'il a été traité. On va remesurer les mêmes lésions, refaire la somme et calculer un pourcentage de changement. Et en fonction des pourcentages, eh bien, on va le mettre dans une catégorie de réponse ou de stabilité ou de progression. Et puis, les lésions cibles, comme je vous disais, on va les évaluer visuellement. On va regarder si elles nous paraissent plus grosses, qui est le cas chez cette patiente, et s'il y a des nouvelles lésions, qui est aussi le cas chez cette patiente, puisque vous voyez en bas qu'il y a beaucoup plus de lésions pulmonaires ici qu'avant traitement, malheureusement. Voilà, donc comme je disais, la synthèse, on va faire la synthèse à la fin de notre examen de ces trois catégories et le patient sera catégorisé en répondeur, stable, patient stable ou patient en progression. Voilà, mais c'est une réponse globale du patient. C'est-à-dire que quand même, le clinicien, il dit ça marche ou ça marche pas. Et ce qui l'intéresse, c'est pas ça marche à droite et ça marche pas à gauche, c'est qu'est-ce que je fais pour mon patient dans son entité. Parce que forcément, quand on lui donne un traitement, c'est un traitement global qu'on lui donne. Alors, c'est quand même, ce sont des critères qui quand même fonctionnent très bien. Parce que globalement et intuitivement, on comprend bien que si on a ce patient qui a une lésion rénale ici et deux lésions pulmonaires, par exemple, qui revient après traitement où la lésion et toutes les lésions ont diminué, et ben, quand même, intuitivement, on se dit que ça va quand même mieux pour le patient. Et inversement, quand on a des patients comme ça qui ont par exemple des lésions pleurales ici, une lésion hépatique ici, et qui revient après traitement et qu'on voit que les lésions sont beaucoup plus grosses ou beaucoup plus nombreuses, ben, en général, quand même, c'est pas très bon signe. Donc tout ça, ça fait qu'on utilise ces critères RECIST au quotidien depuis très longtemps et que ça fonctionne quand même plutôt bien. Et puis arrive l'immunothérapie, donc depuis à peu près 2010. Et comme vous l'avez compris, cette immunothérapie nous donne des réponses qui ne sont pas tout à fait habituelles avec les autres traitements. Alors d'abord, on obtient des réponses complètes prolongées dans des cancers où on n'avait jamais vu ça, y compris d'ailleurs quand on arrête les traitements, et ceci dans quasiment tous les types tumoraux, comme on l'a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Alors, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la pseudoprogression dont a parlé Olivier. Alors, c'est la pseudoprogression en termes de taille. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. On a remarqué dans les premières études de mélanome qu'il y avait des patients chez qui les lésions augmentaient de taille puis rediminuaient. Et donc, finalement, cette augmentation de taille où je vous disais, ben, finalement, quand ça augmente de taille, c'est pas très bon signe, et ben, c'était pas forcément vrai chez les patients sous immuno, et y compris l'apparition de nouvelles lésions qui sont représentées par ces petits N qui, ben, pareil, n'étaient pas forcément un signe de mauvaise réponse. Alors, maintenant qu'on a du recul, on a à peu près des chiffres. Alors, ce ne sont pas les mêmes que pour la TEP, hein, puisque la TEP détecte le métabolisme glucidique. Là, on parle exclusivement de taille. Mais avec le recul, on sait que le taux est quand même beaucoup moins important que ce qu'on imaginait initialement, avec le mélanome qui est le grand pourvoyeur de pseudoprogression, mais c'est quand même que 10% des progressions qu'on va observer. Et puis, vous voyez que dans le cancer du poumon, le cancer du rein, c'est plutôt 5%. Donc, en pratique, quand on voit une tumeur qui augmente en taille, c'est quand même plus souvent mauvais signe que bon signe. Ceci étant dit, on va tempérer cette affirmation comme va le montrer Sarah. Voilà.
Alors, c'est très frustrant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Pour dire si un patient, quand ça augmente de taille, c'est une pseudo-progression ou une progression, eh bien, il faut attendre. Il faut 3 points. Il faut avant traitement, quand la tumeur a augmenté une première fois, et ensuite le suivi pour voir si ça va mieux ou pas. Donc finalement, on est très passif vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, on n'a pas de biomarqueurs qui nous permettent de faire la différence. Et pour le coup, là, il y en a eu des études, qu'elles soient radiologiques, en médecine nucléaire, en biologie, en clinique, etc. On n'arrive pas à différencier ces deux états a priori. Voilà, alors face à ce challenge, le groupe RECIST, qui est le groupe international reconnu, a proposé un nouveau critère qui s'appelle IRECIST. Le principe, c'est ce qu'a montré, ce qui a été adapté ensuite en médecine nucléaire, c'est que on va suivre le patient. S'il progresse une première fois, finalement, on va pas dire que c'est une progression, on va dire que c'est une progression non confirmée. On n'est pas encore sûr que c'est une progression. Ça s'appelle l'IUPD. Et Sarah va beaucoup parler de l'IUPD. Et ensuite, on va attendre un petit peu, faire un contrôle rapproché quand même, parce que rappelez-vous, 90 à 95% de ces progressions seront des vraies progressions, donc on ne va pas non plus attendre 3 mois. Et trois choses peuvent arriver, soit ça progresse, soit ça reste pareil, soit ça diminue. Et si ça diminue, ben, coup de bol, on était bien dans une pseudo-progression. Évidemment, si ça augmente, c'est qu'on a confirmé le fait que la tumeur échappe. Voilà, alors il y a deux manières, je vais peut-être passer un peu vite, mais il y a deux manières de progresser. On va avoir donc une première progression soit sur les lésions cibles, non cibles ou les nouvelles lésions. Donc ça, c'est notre première progression. Et puis la deuxième fois, alors soit les choses s'aggravent, il y a quelque chose qui est pire, soit il y a une nouvelle catégorie qui progresse. Donc par exemple, ça avait progressé initialement que sur les cibles, et puis ensuite on voit une nouvelle lésion qui apparaît, quoi. Voilà, donc en pratique, comment on fait? Alors, attention, toute nouvelle lésion n'est pas forcément un cancer. Et Olivier a aussi parlé des réactions immunitaires. Et en particulier, un des grands classiques pour les radiologues, c'est l'apparition. Donc ici, on a une imagerie pré-traitement. Ça, c'est un zoom sur le thorax avec le cœur au milieu. Et on a des ganglions qui apparaissent. Et ça, très classiquement, ce sont des sarcoïdoses immuno-induites. Donc, bien sûr, il faut qu'on tempère toujours ce qu'on observe radiologiquement avec ce qu'on sait de d'autres maladies possibles. Alors, ceci étant dit, les IRECIST et tout ça ont été développés pour la pseudoprogression, mais en vrai, l'immunothérapie nous pose beaucoup plus de questions au quotidien que juste cette pseudoprogression. Et c'est un vrai problème qu'on rencontre tous les jours en radiologie. Alors, je vous montre des exemples de patients. Donc ça, c'est un exemple entre guillemets classique qui est pris d'ailleurs du travail de Sarah. Donc une patiente qui avait un cancer du rein, qui n'avait pas de lésion pulmonaire. On voit une première lésion qui apparaît et on la suit et il y a une deuxième lésion qui apparaît. Bon, ben là, on a confirmé la progression. Deuxième exemple, une patiente, enfin je dis toujours une patiente parce que je fais aussi de la gynéco, alors j'ai l'impression de traiter que des femmes, mais bon, c'est peut-être un patient qui avait une lésion ici pleuropulmonaire. Je vous montre qu'il n'y a pas de ganglion entre l'aorte et la veine cave, ça c'est un zoom sur l'abdomen. Après 2 mois, on voit que ça grossit et qu'il y a des ganglions qui apparaissent. Et si on attend un petit peu, eh bien, la lésion diminue de taille comme les ganglions. Et donc ça, c'est l'exemple d'une pseudoprogression. Maintenant, quelles sont les autres possibilités? Eh bien, on a parlé de l'hyperprogression avec Constance Thibault, donc des patients qui explosent sous immunothérapie. Euh, donc ça, c'est la première possibilité. Il y a une autre difficulté, c'est des patients qui répondent pas complètement, mais dont on a l'impression que la maladie est totalement gelée et que plus rien ne bouge. Et puis, il y a les réponses mixtes qui sont pour lesquelles on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je vous montre un exemple de chacun. Une réponse où je disais un peu complète, où on se retrouve embêté. Donc, ce patient a une lésion rénale plus des lésions pulmonaires que je vous ai entourées là. Et puis, au bout d'un an, vous voyez qu'on ne voit plus que des petits machins comme ça. Et puis, un an plus tard, c'est toujours les mêmes petits machins. Sauf que ces petits machins, ça ne ressemble plus à rien. Et on pense que c'est probablement cicatriciel. Et c'est des patients qui peuvent rester des mois, des années avec ces micro-machins. Donc, si on applique RECIST strictement, on ne peut pas dire que le patient a une réponse complète parce qu'on voit encore des choses et pourtant, nous, on pense qu'ils le sont en pratique. Voilà.
Autre exemple, donc c'est les patients avec des réponses mixtes là que je vous expliquais. Donc lésion ganglionnaire ici dans le poumon et puis une lésion primitive sur le rein avec des ganglions. Donc c'est un rein en fer à cheval hein, qui est un petit peu particulier. Et puis, malheureusement, oui, pardon, ça c'est l'exemple de l'hyperprogression. 2 semaines après le début de la thérapie, le patient va extrêmement mal. On lui fait un scanner en urgence et tout s'est majoré. Il y a des nouvelles lésions, tout est beaucoup plus gros, etc. Et ça, malheureusement, c'est pareil, on n'arrive pas à prédire ces patients. Et puis, donc, la réponse mixte dont je vous parlais. Donc, un patient avec des lésions pleurales ici, hépatiques, rénales, surrénaliennes, ganglionnaires. Et puis, vous voyez, à 6 mois, alors la plèvre, c'est une catastrophe, ça a explosé. Par contre, le foie va beaucoup mieux, la surrénale aussi, et les ganglions aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de ces patients? Est-ce que ça diminue suffisamment pour compenser l'augmentation de celle-là? Est-ce que le patient est en train de bénéficier de l'immunothérapie ou pas? Ben, c'est compliqué pour nous. Voilà. Et puis, il revient la dernière corde à l'arc, c'est le traitement focal. Alors, c'est une des réponses qu'on peut donner à ces patients, parfois quand ils ont des réponses mixtes. Vous avez un patient qui avait des multiples lésions rénales, qui, au bout d'un an, en a deux qui répondent et une qui progresse. Avec des ganglions qui répondent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, un traitement focal, c'est-à-dire que les radiologues interventionnels vont mettre une aiguille, faire de la cryothérapie, vont le traiter par le froid, et donc essayer de gagner du temps comme ça. Et puis, ce même patient, eh bien, à 17 mois, il y a deux nouvelles lésions dans le rein, mais tout le reste répond bien. Donc, boum, on retraite les nouvelles lésions. Et puis, dans la suite, vous voyez, à 1 an et demi, une lésion osseuse et puis une lésion rénale. Et donc, on est reparti pour traiter lésion par lésion. Et tout ça, bah, c'est des choses qui ne rentrent plus dans les cases de nos critères habituels et donc qui nous posent des problèmes quotidiens pour donner. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début, l'oncologue, c'est le patient qui traite, c'est pas la lésion. Enfin, sauf là. Et donc, il lui faut, enfin, il aimerait bien savoir s'il faut continuer l'immuno ou pas. Donc ça, c'est une des manières de gagner peut-être un petit peu de temps. Voilà. Donc, nous, maintenant, on est obligé de renforcer notre compte-rendu radiologique en, bien sûr, toujours donnant RECIST parce que c'est le plus important, donnant IRECIST qui reste quand même exploratoire et finalement n'est utile que pour la pseudoprogression. Mais les infos supplémentaires qu'on va donner, c'est quels sont les organes qui progressent, est-ce qu'il y a beaucoup de lésions qui progressent, pas beaucoup, une seule, etc. Est-ce qu'on peut la traiter éventuellement, etc. Voilà, mais aujourd'hui, on n'a pas une manière d'évaluer si nos nouveaux critères sont intéressants et donc on n'a pas finalement de critères spécifiques à l'immunothérapie très utiles, quoi. Voilà. Et donc, c'est en partie en voulant répondre à cette question que Sarah a accepté de faire sa thèse de médecine sur le sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je suis chef de clinique à l'Institut Curie. Je vais vous présenter mon travail de thèse de médecine. Je me suis intéressée au profil de progression chez les patients suivis pour un cancer du rein métastatique traité par immunothérapie. Un point rapide d'introduction. Donc là, c'était vraiment des patients suivis exclusivement pour un cancer du rein. Donc le cancer du rein, ça représente 3% des tumeurs solides. C'est entre le deuxième et le troisième cancer urologique en France, notamment après la prostate. Les diagnostics se font souvent de façon fortuite sur des scanners réalisés en ville pour d'autres indications. Et typiquement, on distingue les formes localisées qui vont être des formes gentilles, entre guillemets, qui font moins de 4 cm, avec une survie à 5 ans de plus de 90%, et des formes métastatiques. 30% des formes localisées deviendront métastatiques avec des pronostics plus sombres et une survie à 5 ans de 5 à 10%. Au niveau des traitements de ces formes métastatiques plus péjoratifs, donc les traitements étaient au départ surtout par thérapie antigénique, puis vers les années 2010 et notamment en 2016, une autorisation de mise sur le marché pour l'immunothérapie avec les inhibiteurs des points de contrôle dont on a détaillé les mécanismes d'action précédemment. Donc, cette étude, c'était vraiment d'étudier ces profils au scanner injecté, voir ce que devenaient ces patients traités pour la première fois par immunothérapie dans le cancer du rein métastatique. Donc, c'était des patients pris en charge à l'hôpital Georges Pompidou entre 2013 et 2019. Ils devaient être suivis pour un cancer du rein métastatique. Ils devaient avoir au moins une cure d'immunothérapie et au moins un scanner baseline disponible qu'on puisse interpréter.
Il ne devait pas être suivi pour un autre cancer et on a exclu les autres modalités d'imagerie, IRM, TEP scanner. Là, on se concentre vraiment sur les métastases rénales et leur évaluation au scanner injecté. Lors de ce travail, j'ai recueilli des données, donc d'une part des données cliniques avec l'âge, le genre, l'index de Karnowski, le score IMDC qui est un score pronostic avec de l'anapathe, avec le délai entre le diagnostic, le traitement systémique et des choses aussi au niveau de la prise de sang, les PNN, l'hémoglobine, le calcium, etc., qui vont être voilà, des marqueurs pronostiques dans le cancer du rein. L'histologie, dominée par les carcinomes acellulaires, le type d'immunothérapie, si c'était une première ligne ou pas. Et ensuite, toutes les dates et toutes les données pour calculer la survie, la PFS. Donc ça, c'était pour les données cliniques. Et ensuite, au niveau des données radiologiques, finalement, j'ai recueilli tout ce qui était utile pour déterminer le score RECIST et IRECIST qu'a détaillé Laure, avec les lésions cibles, les lésions non cibles, les nouvelles lésions, les tailles et les organes concernés à chaque fois. Au niveau des résultats, donc déjà sur la sélection des patients entre 2013 et 2019, on avait au départ 120 patients, puis en appliquant les critères d'exclusion, on arrive à une population de 96 patients suivis pour un cancer du rein métastatique sous immunothérapie. Au niveau du suivi, on a suivi les patients, on avait une médiane de suivi de 17 mois, une survie sans progression d'environ 7 mois, une survie globale pour toute la population de 28 mois, une survie moindre évidemment pour les patients qui avaient une progression clinique. Alors, dans la progression clinique, on a considéré que c'était des patients qui soit étaient décédés au cours du suivi, donc forcément ça abaisse la survie, soit des patients qui ont eu un changement de traitement à la discrétion de l'oncologue. Et les progressions radiologiques, c'était les ICPD, les progressions confirmées. Pour les caractéristiques de notre population, c'était des caractéristiques assez standards avec une médiane d'âge de 65 ans, une majorité d'hommes et une majorité de carcinome acellulaire donc pour les cancers du rein. C'était des métastases qui étaient métachrones, c'est-à-dire à distance du diagnostic initial. Le score pronostic IMDC était en majorité intermédiaire. Le traitement le plus utilisé, c'était le nivolumab en monothérapie. On avait fréquemment des secondes lignes. Ensuite, au niveau des organes, au baseline, des organes métastatiques, c'était surtout des métastases pulmonaires et ganglionnaires. En évaluant la réponse, donc en partant de ces 96 patients avec des métastases d'un cancer du rein, on a eu 31 patients qui ont répondu. Dans la réponse, on a considéré que c'était déjà des patients qui ne progressaient pas, qui restaient stables, des patients qui étaient en réponse partielle ou des patients en réponse complète. CR, c'est pour réponse complète, réponse partielle PR et stabilité. Donc ça, c'est des patients qui allaient plutôt bien. Ensuite, sur ces 96 patients, on a 58 patients qui ont progressé, c'est-à-dire qui ont eu une progression selon les critères RECIST une première fois, donc qui ont été considérés en progression non confirmée. Et on s'est intéressé particulièrement à ce que devenaient ces patients après leur première progression, donc ces IUPD. Donc, après la première progression, on a observé deux suivis après l'évaluation IUPD. Et on a observé que les trois quarts de ces patients progressaient soit cliniquement, donc soit un décès, soit un changement de traitement dû à une aggravation clinique, soit ils progressaient radiologiquement, ils passaient en ICPD. Donc, la grande majorité. À côté de ça, on a observé des patients qui ont eu une pseudoprogression, 4 patients, des patients qui sont restés stables dans leur progression, qui sont restés en IUPD. Ça veut dire qu'on n'avait pas de nouvelles lésions, on n'avait pas de progression supplémentaire des lésions cibles ou des lésions non cibles. Ces patients sont restés en IUPD pendant plus de 6 mois. Ensuite, on a eu des patients qui ont progressé radiologiquement. Après, voilà, ça peut tenir à pas grand-chose. Par exemple, pour confirmer sur des lésions cibles, il faut que la somme des lésions cibles augmente de 5 mm. Donc 5 mm, voilà, c'est beaucoup et pas grand-chose à la fois. Donc c'est des patients qui sont restés en ICPD pendant plus de 16 mois. Alors on lit pas très bien, mais c'est 16 mois. On aurait dû normalement leur changer leur traitement. Alors, il y a un patient, donc on explique cette ICPD persistante parce qu'en fait, il avait une toute petite lésion osseuse qui était apparue, qui n'avait pas été vue au début, qui a augmenté très lentement et finalement, il tolérait bien cliniquement, il a poursuivi son traitement. Et l'autre patient qui a détaillé l'or, qui avait énormément de lésions qui ont été traitées de façon ablative.
Quand on regarde précisément ces pseudoprogressions, donc les patients qui ont bénéficié du traitement, c'était surtout, donc on n'en avait pas beaucoup, on en avait quatre. C'était des carcinomas cellulaires, ils avaient un bon état clinique et il n'y avait pas de lésions en particulier. On avait toutes les lésions, on n'avait pas que des ganglions. On aurait pu s'attendre à ce que la pseudoprogression touche principalement des cibles ganglionnaires, mais ce n'était pas le cas. On a eu le cas particulier de patients traités par des traitements locaux qui rentrent pas dans les critères RSI, c'est vraiment des discussions entre spécialistes, avec un patient notamment qui a été opéré d'une nouvelle lésion surrénalienne et qui n'a pas eu d'autres lésions après ça, donc qui est resté en réponse complète de 2017 à 2019, et ce fameux patient qui a eu énormément de traitements ablatifs. Donc, suite à ce travail, on a observé qu'après une première progression IUPD, finalement, bah, les trois quarts, près des trois quarts, confirmaient leur progression. Donc, effectivement, c'est pas bon signe quand il y a une première progression, mais que néanmoins, des patients pouvaient continuer d'être traités sans progresser cliniquement, avaient un bénéfice à poursuivre le traitement. Donc, il y avait les patients avec des pseudo-progressions, ça, on le savait, c'est pour ça que les critères IRECIST ont été développés. Et d'autres patients qui peuvent même avoir des lésions qui évoluent tellement lentement, ils progressent, mais ils progressent tellement lentement qu'on a quand même envie de continuer. Et ces patients pourraient être éventuellement candidats à des traitements ablatifs. Pour rappeler les résultats rapidement, donc on a en gros 30% de répondeurs, 60% de progresseurs. Parmi les progresseurs, la plupart progressent vraiment. Et chez ces patients qui progressent pas, qui restent stables, on a les patients qui ont une pseudo-progression, donc voilà, c'est attendu, et d'autres patients qui ont des profils de progression qui ne sont pas évalués par les critères IRECIST, finalement qui restent soit en IUPD, soit en ICPD, et voilà, qui sont intéressants de prendre en charge et d'isoler dans la prise en charge. Au niveau de la littérature, très rapidement, on a les mêmes taux de pseudo-progression au scanner que dans la littérature. On n'a pas de, enfin, il n'y a pas d'éléments morphologiques, de type d'organe, de type de lésion cible ou de lésion non cible qui permet de dire qu'un patient va rester stable ou va progresser. Notre étude avait des limites, c'était rétrospective, on avait peu de patients et on ne savait pas vraiment parfois pourquoi les patients changeaient de traitement ou pas. Donc voilà, ça introduit quand même des biais. Il y a beaucoup de perspectives, donc je pense qu'il a été développé toute la journée sur des nouveaux traceurs en TEP, voilà, nous en radio, bah, particulièrement sur la radiomique également, peut-être faire évoluer les critères IRECIST et s'appuyer sur d'autres techniques radiologiques. Donc en conclusion, pour terminer très rapidement, ce travail, c'était une vue d'ensemble de ce que devenaient les patients métastatiques rénaux traités par immunothérapie, avec des pseudo-progressions qui sont rares. Qui sont rares. Et il y a d'autres patients qui bénéficient du traitement et ces patients nécessitent une prise en charge particulière et une collaboration étroite entre les radiologues et les oncologues. Voilà, je vous remercie. Et juste, ça, évidemment, on a fait ce travail avec nos collègues oncologues, nos collègues radiothérapeutes et nos collègues urologues. Voilà. Et du coup, enfin, juste pour rebondir dessus, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on n'a peut-être pas un énorme intérêt à détecter précocement l'échappement à l'immunothérapie. Et donc, c'est vrai que nous qui nous sommes battus pour dire, enfin, c'est ce sur quoi j'ai toujours travaillé, genre la détection précoce de l'échappement, bah, je trouve que cette étude, elle montre que finalement, il y a quand même un tas de patients qui bénéficient du traitement quand même, même si on a l'impression qu'ils sont en train d'échapper et qu'on n'est peut-être pas pressé à chaque fois de changer très tôt le traitement. Mais c'est ma question pour Jérôme. C'est l'orateur qui pose la question. Non, non, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Des questions, non? Non, non, mais t'as tout à fait raison. Il y a quand même un critère qui reste essentiel pour le diagnostic de pseudoprogression, c'est la clinique. C'est que alors, en tout cas, si le patient va moins bien, c'est pas une pseudoprogression. Bon, alors c'est toujours, ça doit pouvoir arriver, mais disons que ça reste quand même un critère important. Je me demandais s'il y avait eu dans les patients qui ont une pseudoprogression, si on avait des données sur ce qu'il y a dans la tumeur qui progresse. S'il y avait déjà eu des cas où on les avait enlevés, biopsiés ou carrément enlevés, et si c'est essentiellement des cellules inflammatoires, ou si
c'est la tumeur qui grossit. Euh, Alors, il nous manque Eric Tartour parce qu'on a fait une étude où on biopsiait les patients qui progressaient tout au début. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, enfin, je suis pas sûre qu'elle ait été au bout cette étude parce que en vrai, c'est pas toujours possible finalement d'accéder à cette lésion qui progresse. Et du coup, et c'est vrai que c'est, donc ouais, je peux pas te répondre en fait. et j'ai une autre question par rapport aux tumeurs MSI, donc qu'on traite par immunothérapie. J'ai peut-être enfin, un biais, je ne sais pas de quelle nature, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était quand même quelque chose d'assez fréquent, la pseudoprogression. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui correspond? Est-ce que ça a déjà été... parce que là, c'est le cancer du rein. Est-ce que vous avez cette notion qu'il y a eu ça a été rapporté de façon spécifique ou c'est juste parce qu'on garde le souvenir des bonnes histoires et puis... voilà. Après, il y avait d'autres choses un peu plus, enfin, un petit peu moins petits, un peu moins précis, mais sur des patients qui avaient des nouvelles lésions pancréatiques, tout ça. Nous, on l'a pas du tout retrouvé. Là, c'est très parcellaire ce qu'on vous a présenté parce qu'on a vraiment regardé par organe, par type d'organe de progression. On n'a vraiment pas trouvé de choses qui ressortaient au niveau morphologique. Alors, moi, j'ai pas refait tout récemment la littérature, mais j'ai pas la notion qu'il y ait une étude sur la pseudoprogression dans un sous-groupe quoi, de patients. Donc, en tout cas, dans ceux-là, non. Mais bon, c'est possible. Ouais, ça mériterait. Ouais. Mhm. Il y a eu des études qui ont comparé l'immunothérapie à la chimiothérapie dans le cancer du côlon. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui sont plus. Ouais. Après, ouais. La, ps- la pseudoprogression? Alors, Alors, pas exactement. Parce que pour te dire, avant que l'immunothérapie existe, j'avais un cours qui s'appelait Quand une progression n'est pas une progression. Donc ça arrive. Non, non, on me l'avait demandé, hein. Donc, il y a des petits pièges radiologiques. Alors, le grand classique, c'est les tumeurs légistes, en fait, les tumeurs stromales gastro-intestinales qui progressent sous imatinib, donc un traitement ciblé, qui vraiment grossissent de taille. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose qui est classiquement décrit, qui est quand même pas si fréquemment vu. Je peux pas te donner le chiffre comme ça. Et puis après, bon, il y a d'autres petits pièges. Et ensuite, qui répondent oui, oui, tout à fait. Ouais. Non, il n'y a jamais eu de pseudo-progression dans les TKI. Par contre, ouais, mais ça, enfin, ça, franchement, enfin, je pense pas en avoir vu une dans ma vie et enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de cancers du rein sous anti-angiogéniques. Donc, mais effectivement, sous thérapie ciblée, non, ce qu'on a dit, c'était qu'il y avait une dissociation entre la stabilité en taille et la réponse en termes vasculaires. Ça, je pense. Voilà. Mais que ça grossisse, franchement, j'en ai pas vu une dans ma vie, quoi. Donc, bon, je dis pas que ça n'existe pas, mais ça doit pas être fréquent quand même, hein. Mm. Bon, bah, voilà.